Sud Radio, vos animaux et vous. Et dans Vos animaux et vous, ce matin, nous allons parler de tous ces objets connectés qui sont désormais sur le marché pour nos animaux de compagnie. Si votre chien ou votre chat est un animal connecté, n'hésitez pas à composer le 0826 300 300. Venez nous raconter comment ça se passe à la maison. Bonjour Annick Valentin-Smith, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Natacha. Alors Annick, vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Vet in Tech. Oui, c'est quoi exactement Vet in Tech? Vet in Tech, c'est d'abord au départ un petit groupe de vétérinaires qui s'intéressent de près à toutes les nouvelles technologies et aux animaux, bien sûr. Donc on est pour la plupart vétérinaires ou spécialistes de la santé animale. On est aujourd'hui une association et notre objectif est de partager toutes les informations concernant ces nouvelles technologies. Que ça soit, on a écrit des bouquins, on organise des événements, on participe à... Vous faites de la veille un peu sur tous ces produits. On fait de la veille, mais l'idée c'est aujourd'hui de partager cette information à la fois avec les propriétaires d'animaux, les éleveurs, mais aussi les vétérinaires qui aujourd'hui ont peu de connaissances dans ce domaine-là. Évidemment, vous vous êtes rendu à Las Vegas au CES, c'est la mecque en fait des nouvelles technologies, parce que là-bas aussi il était question de chiens et de chats. Un peu, très peu. Je ne vais pas vous dire que le CES est consacré aux animaux, loin de là, mais il y avait quelques stands et c'était assez intéressant. Quand même, je crois. Une bonne quarantaine, quarantaine sur plus de 2500 stands. Mais c'est pas anecdotique quand même. Ça veut dire que ça rentre dans les mœurs aujourd'hui. Tout à fait. L'animal de compagnie, et là il s'agissait d'animaux de compagnie, rentre dans la famille et il est très clair que dans les objets connectés de la famille, on trouve maintenant des objets connectés pour les animaux. Alors justement, vous allez nous parler ce matin de ces objets connectés que l'on peut acheter dans le commerce. L'idée, c'est de comprendre à quoi ils servent, est-ce qu'ils sont vraiment utiles, comment ils ont évolué, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on parle d'objets connectés pour nos chiens et nos chats, je pense notamment au GPS, mais bon, on s'améliore quand même, on est sur des choses moins grossières, moins gadgets. Oui, on s'est bien amélioré. Enfin, les fabricants se sont bien améliorés sur le côté de la fiabilité de tous ces objets. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il existe sur le marché. Alors c'est vrai, il faut faire un peu le tri, mais il existe des objets connectés qui sont fiables et qui sont utiles. Voilà, c'est une bonne chose. Bon, c'est bien d'être connecté, mais la question qu'on se pose, c'est finalement à quoi ça sert. Est-ce réellement utile? Alors j'ai envie qu'on parle du premier, c'est le GPS. Oui. Le GPS, aujourd'hui, il est possible d'avoir un GPS pour les chiens et également pour les chats, ou chez le chat, on n'est pas encore totalement au point pour une question de taille, peut-être? Alors oui, en fait, le système lui-même, la technologie est aujourd'hui au point. Les GPS, ça fonctionne. Il reste le problème, effectivement, du dispositif, de la taille du collier et de la taille du dispositif et du poids, bien sûr. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, ces dispositifs sont plus adaptés aux chiens. Parce que on n'a pas encore suffisamment miniaturé le GPS pour que ça aille aussi sur les chats. Il faut que dans ce dispositif, il y ait le dispositif GPS qui se connecte donc au satellite, mais il faut aussi le dispositif pour, je dirais, envoyer cette information sur le smartphone du propriétaire. Évidemment. Et ces deux technologies, il faut les mettre dans un petit dispositif, et c'est ça qui, aujourd'hui, est un peu difficile pour les fabricants. D'accord. Alors, les GPS, en fait, ça sert à quoi, concrètement? Les GPS, pour les chiens et les chats, évidemment. C'est super utile. Mon chien a un GPS, par exemple. Donc, c'est un boîtier qui est sur son collier. Alors, c'est un boîtier qui se fixe sur son collier, mais il existe aussi des colliers avec le GPS intégré. D'accord. Peu importe, c'est toujours la même technologie. À quoi ça sert? C'est très simple, ça sert à localiser l'animal. Alors, c'est plus utile, à mon avis, chez les chiens qui... sont un peu il y a des chiens fugueurs, voilà. Il y a des chiens fugueurs. Les chiens de chasse, ça a été très utilisé au départ par les chasseurs qui, d'abord aiment leurs chiens et malheureusement les perdaient souvent à la fin de la chasse. Donc ça sert à localiser l'animal. Certains GPS, et c'est plutôt ceux que je recommande quand on a un chien fugueur, permettent de savoir exactement, je dirais à la seconde près, où se trouve l'animal et à le suivre en live. D'accord.
C'est-à-dire réel. on a un Donc, traceur, en fait, en gros, on a un traceur, on sur sait- son téléphone, on voit une carte et le traceur on voit exactement où se trouve, à l'instant donné, en temps réel, où se trouve l'animal, ce qui permet tout à fait de le localiser. Ça évite des Et sur grosses un chien, frayeurs, effectivement. voilà. Et sachant qu'un chien qui fugue, ça va quand même très très vite. Donc il est important aujourd'hui, quand on choisit un collier GPS et qu'on a un chien fugueur qui va loin et qui se déplace vite, d'avoir ce type de collier qui permet effectivement de savoir exactement où se trouve l'animal. Donc le GPS, très utile chez les chiens fugueurs, mais aussi moi je le recommande pour les gens qui partent par exemple un mois en vacances et qui partent en camping. L'animal va se retrouver, je dirais, en quasi-liberté, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clôture tout autour du camping, ou des gens qui partent en randonnée pendant un mois, acheter un GPS, ça coûte pas très très cher. Ça coûte Prenez quoi, un abonnement. justement Aujourd'hui, ça coûte aux alentours de 50 €, mais il faut rajouter pas plus que ça. Il faut rajouter un abonnement. Alors l'abonnement coûte entre 3 et 5 € par mois. D'accord. Ça rajoute bon. Oui, bon. Mais c'est vrai que si on part en vacances, on peut prendre un abonnement pour un mois ou deux et on sera sûr pendant ces vacances aussi de ne pas perdre son chien. Idem pour les gens qui partent en randonnée. Parce que je me souviens d'une époque, j'avais fait un reportage sur ces GPS au tout début quand ça existait. Est-ce qu'on peut définir en fait un territoire dans lequel l'animal a le droit de rester, puis là on n'est pas alerté et hop, dès qu'il franchit je sais pas, une limite de propriété, on est alerté. Oui, tout à fait. Alors cette limite, on la décide soi-même, et tous les GPS aujourd'hui proposent ce genre de choses. C'est du géofencing et c'est quelque chose qui est géofencing. Ah ouais. Fence. Oui, géofencing. Du géofencing, et ce géofencing permet d'avoir une alerte. L'animal sort du territoire autorisé et pouf, on est alerté et on le sait. Donc pour vous, ça c'est très utile. C'est pas du tout un gadget, les GPS. Ah, les GPS, franchement, c'est vraiment utile quand on a un animal qui peut s'échapper, qui est fugueur. Et pour le chat, on n'a pas encore suffisamment miniaturisé. Il n'y a rien qui existe aujourd'hui qui soit... C'est proposé, il faut que ça soit mis sur le collier. Alors, reste le problème du collier chez le chat. Hein. On sait bien que les chats supportent moins les colliers, qu'il ne faut pas mettre trop de colliers à un chat qui va à l'extérieur. Donc ce qu'on propose, c'est de mettre des petits GPS, il en existe, sur des colliers, mais des colliers qui peuvent s'ouvrir si l'animal est coincé par son collier, par exemple... à l'extérieur. Donc chez le chat, c'est tout à fait possible, sachant que les chats reviennent plus souvent que les chiens. Oui, mais ils peuvent aussi disparaître. C'est vrai que quand ils disparaissent pendant plusieurs jours, ça peut être un moment d'angoisse un peu quand même, surtout si on habite à côté d'une route où il y a pas mal de passages, etc. On va donner la parole à notre première auditrice. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Claude, ce matin. Est-ce que vos animaux sont connectés, Claude ? Pas du tout, mais je l'ai regretté parce que j'avais une chatte qui est partie un jour et qui n'est jamais revenue. Donc je réfléchissais pour mon chat qui me reste de lui mettre un collier. Mais bon, il n'a pas l'habitude d'avoir de collier. Oui. Et puis je ne sais pas si c'était efficace. Bon, vous avez répondu à pas mal de questions, mais bon, je ne sais pas si lui le supporterait. Alors, faudrait essayer. Ça se trouve où, tous ces colliers GPS ? On trouve ça facilement en animalerie, par exemple ? On trouve ça très facilement. La plupart de ces dispositifs, de ces petits boîtiers ou de ces colliers sont vendus sur Internet, sur le site du fabricant. Mais on en trouve aussi sur Amazon, sur les sites. Ça se trouve très facilement un peu partout. Très facilement. Donc vous, Claude, vous trouvez pas que c'est un gadget ? Vous êtes plutôt pour Oui, mais je trouvais ça quand même assez gros. Bon, la petite chatte, si je l'avais mis, elle faisait moins de 5 kilos. Je ne sais pas, il me semblait que c'était gros. Bon, ça fait un moment, peut-être qu'il y a eu des ça pèse quoi à peu près les colliers GPS pour les chats, Annick ? Pour les chats, entre 15 et 20 grammes. Donc c'est pas très lourd. C'est pas très lourd. Un chat de 4-5 kilos peut tout à fait le porter, le supporter. Il reste le problème du collier, c'est vrai. Qui représente un danger potentiel en fait. Oui, et tous les chats ne sont pas habitués à porter un collier. Donc moi, la recommandation que je fais, c'est d'abord de
de mettre un collier au chat pendant quelques temps, 15 jours, un mois, et de faire ça de façon très progressive et de ne pas mettre tout de suite le collier et le GPS. Oui, parce que s'il l'enlève, bon, vous avez tout perdu. Et excusez-moi, il faut qu'il le garde nuit et jour, je dirais. Ou juste, il faut lui mettre quand il sort. Quand il sort. Voilà, oui, non. enfin bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le laisse en permanence dans la mesure où l'animal peut sortir. Je ne sais pas comment vous êtes Non, il sort pas la équipé, nuit, mais si l'animal peut sortir en permanence, il est clair qu'il vaut mieux qu'il ait son GPS en permanence. Reste un point très important, on n'en a pas parlé. Tous ces colliers GPS aujourd'hui pêchent par un point. C'est l'autonomie. Donc en fait, on n'a pas parlé de ça, effectivement. On n'a pas parlé de ça et c'est quand même malheureusement le point faible. On doit les recharger, comment ça se passe? Il faut les recharger et pour la plupart d'entre eux, en particulier pour ceux qui sont les plus efficaces, qui sont les plus précis et qui ont une fonction live, qui permet vraiment de suivre en temps réel, ces colliers doivent être rechargés tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Donc, recommandation pour ces colliers, vous le laissez toute la journée, vous le rechargez la nuit. D'accord. Bon, à condition que son animal ne sorte pas la nuit. Si on a deux colliers GPS et on alterne. C'est une bonne solution. Non, mais c'est une bonne solution. Bon, écoutez, Claude, voilà. Si vous me permettez, je voulais juste je vous avais déjà sollicité parce qu'il y avait des bagarres avec le chat du voisin. Oui. Donc il a écouté le voisin, il a fait castrer son chat et depuis c'est le paradis dans le quartier. Eh bien, écoutez, voilà, allez. Merci beaucoup de C'est super. Bon, je vous en prie. Écoutez, si on peut ramener la paix dans les villages et faire en sorte que les relations de voisinage se passent au mieux, on est ravis. Merci à vous, Claude. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, testez le GPS, puis vous nous raconterez à nouveau. On va donner la parole à Annick maintenant. Bonjour, Annick. Bonjour, Natacha. Merci d'être avec nous, Annick, ce matin. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, c'était pour témoigner parce que, comment dire ça, j'ai la chance d'avoir un mari qui s'intéresse à tout ce qui est un peu connecté. Oui. Et du coup, il m'a bidouillé, si je puis dire, une gamelle entre guillemets connectée avec la boisson assortie. D'accord. Quand nous partons en vacances ou en week-end prolongé, notre chat est toujours à manger parce que nous avons un chat de gouttière qui vadrouille beaucoup justement. Et elle vient manger quand elle veut et c'est à la demande. Le système se déclenche quand elle. Et c'est votre mari qui a fabriqué ça tout seul? Oui, mais elle est très branchée par tout ce qui est, comment dire, ça connecté. Écoutez, bravo. Bravo. Franchement, c'est bien. Oui, parce que nous avions du mal à en trouver. Il fallait toujours solliciter les voisins. Donc, du coup, on a trouvé cette solution parce qu'on voulait laisser les voisins tranquilles. Donc là, il y a une distribution automatique de l'aliment plusieurs fois dans la journée. C'est comme ça que ça se passe? Oui. Et oui. Enfin, là, il le rationne un peu notre chat parce que c'est un chat de gouttière qui est un peu grossi parce qu'elle se tient au chaud. Oui. Et donc, il la rationne un peu pour pas qu'elle continue à prendre du poids, notre minette. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'il a réussi à trouver tout un système. Alors, je ne saurais pas vous expliquer comment, mais à trouver tout un système pour qu'elle mange juste ce qu'il lui faut. Bon, écoutez, formidable. Parfait. Oui. Parce que nous avions justement du mal à trouver quelque chose. Alors, on va demander à Annick Valentin-Smith, les gamelles connectées, ça existe quand même dans le commerce? Oui, bien sûr, oui, parce que tout le monde n'a pas la chance d'Annick d'avoir un mari hyper bricoleur, hyper connecté. Oui. Non, ça, les gamelles connectées, et c'est comme les GPS, c'est maintenant tout à fait au point. Il y a des gamelles connectées qui, en plus, sont automatiques, connectées, permettent de distribuer la quantité voulue, permettent donc de rationner s'il faut rationner, permettent de distribuer plusieurs fois à des temps donnés. Donc on programme aussi la distribution. Elles reconnaissent quoi, ces gamelles connectées? Elles reconnaissent la puce de l'animal? Alors voilà, et le gros avantage en particulier pour les chats, parce que ces gamelles s'adressent essentiellement aux chats, ces gamelles connectées permettent de ne distribuer cette nourriture ou ces croquettes qu'au chat qui est entré, je dirais, dans la machine. Oui, et en fait, le chat est donc reconnu par sa puce, s'il est pucé, ou par un petit médaillon qu'on peut accrocher à son collier. Et la gamelle ne s'ouvrira que
que lorsque c'est ce chat-là, précisément, et pas un autre. Qui s'approche de la gamelle, et la gamelle se referme dès que le chat s'éloigne. Ça veut dire que, parce que souvent on a ce cas de figure avec nos auditeurs, on a plusieurs chats dans la maison, il y en a un qui doit être au régime, évidemment c'est celui qui est le plus gourmand qui vient manger la gamelle des autres, donc là on résout complètement le problème. On résout totalement le problème, et on peut même, ces gamelles, certaines gamelles permettent d'avoir, je dirais, un régime personnalisé par chat. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut dire que pour le chat Miaou, Miaou mange 3 fois par jour 25 grammes, et pour l'autre qui a plus de besoins ou qui est un peu maigre en ce moment, on doublera la ration et il mangera 4 fois ou 5 fois par jour. Bon, vous voyez, Annick, ça existe dans le commerce, mais félicitations quand même à votre mari pour son bricolage. Ah oui, parce que nous ne trouvions pas quelque chose qui nous satisfaisait entièrement, donc nous avons fait comme ça. Eh bien, écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Et ça vous simplifie la vie. Ah oui. Du coup, nous pouvons vivre, entre guillemets, notre vie en sachant que le chat n'ira embêter personne pour manger. Eh bien, merci Annick pour votre témoignage. Je vous souhaite un excellent week-end, toujours à l'écoute de Sud Radio, bien sûr. Ah oui, merci à vous aussi. À bientôt, Annick. Merci beaucoup. Bientôt. Alors, donc, la gamelle connectée, on voit, ça marche merveilleusement bien. Ça, c'est quelque chose qui vient un peu du monde de l'élevage, parce que les vaches, elles sont connectées depuis longtemps. Les vaches, en particulier les vaches laitières, ont été les premiers animaux connectés. Et ça fait plus de 20 ans que les vaches sont, elles, connectées. Et elles étaient effectivement connectées sur la ration alimentaire. Elles recevaient une ration alimentaire qui était liée à leur production de lait. Plus elles produisaient, plus elles avaient besoin d'un complément minéral et vitaminique. Et donc, tout ça était connecté. Et bien sûr, l'éleveur recevait des informations sur tout ça. Donc, effectivement, tout ça est dérivé de la vache laitière. Alors là, les deux premiers exemples que l'on a cités dans cette émission ce matin, GPS d'un côté et gamelle connectée de l'autre, on est vraiment sur des choses pratiques. On n'est pas du tout sur le gadget. J'ai envie qu'on parle de la litière. Une litière connectée, Annick, ça sert à quoi? Est-ce que c'est utile? Et puis d'abord, elle est connectée à quoi? Alors, elle est connectée, tous ces objets connectés sont connectés au smartphone. On est bien d'accord, ce sont à la fois des appareils automatiques, on l'a vu pour la gamelle, la gamelle elle est automatique, mais elle donne des informations sur le téléphone et elle permet aussi au propriétaire sur son smartphone de donner, je dirais, des ordres à l'appareil. D'accord, mais enfin ça ne va pas obliger votre chat à aller faire pipi dans la litière et pas à côté, on est d'accord. Non, mais on était sur les colliers et on était sur les gamelles. Alors, les litières Petite réflexion de Maxime, notre réalisateur, qui me glisse dans l'oreille, ça devrait, oui Maxime, ça devrait, mais ça ne marche pas comme ça. Alors, les litières connectées sont d'abord, bien sûr, des litières automatiques, ce qui permet d'avoir une litière qui est en permanence propre, puisque chaque fois que le chat va dans sa litière, quelques secondes après sa sortie, la litière va se nettoyer, s'auto-nettoyer, un petit râteau va passer pour, je dirais, pousser les déjections dans un bac, ce qui permet d'avoir une litière propre en permanence, de ne changer la litière qu'une fois par semaine, de ne pas avoir d'odeur, etc. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi la possibilité d'envoyer des informations, et une information qui aujourd'hui est assez utile, en particulier chez le chat qui vieillit un peu, c'est le poids de l'animal. La litière va pouvoir peser, donc le bac à litière va pouvoir peser. C'est une balance en fait. C'est une balance, tout bêtement, tout comme une balance de salle de bain. Donc c'est une balance, le chat va rentrer dans sa litière, il va être pesé. Ce poids va être enregistré par la litière et poussé sur le smartphone du propriétaire. Bon, après, on n'a pas besoin non plus de peser son chat tous les jours. Mais on va dire que ça peut être utile. Non, c'est très utile. En particulier, la perte de poids est un signe tout à fait significatif de l'insuffisance rénale chronique. Et on sait malheureusement que les chats en souffrent beaucoup. Et à partir de, je dirais, 5-6 ans, c'est quand même quelque chose à surveiller. Je ne dis pas tous les jours, mais... Bien sûr. Et on ne voit pas un chat maigrir.
Restez avec nous, Annick. Nous allons marquer une courte pause de pub, bien sûr, et on se retrouve juste après. On va parler aussi des chatières connectées. Et oui, très utile. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Radio Vos Animaux, 10h-11h. Natacha Harry. Et ce matin, dans Vos Animaux, dans la première partie de cette émission, nous parlons de tous les objets connectés pour nos animaux de compagnie, en compagnie d'Annick Valentin-Smith, qui est présidente de l'association VetInTech. Je voulais qu'on parle aussi rapidement, Annick, des chatières connectées, parce que ça, c'est quand même très pratique. C'est très pratique, effectivement, quand on a un chat qui va à l'extérieur, parce qu'en fait, ces chatières connectées, on va pouvoir les piloter totalement de son smartphone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir ou fermer à tout moment, depuis son smartphone. On va décider d'ouvrir la chatière, de laisser le chat sortir, de la refermer, de le laisser rentrer ou sortir. Donc ça, c'est hyper utile. C'est pas hors de prix, ça ? Ça coûte entre 150 et 200 €. D'accord. Bon. Ça rend vraiment un service. Mais c'est pratique. C'est très pratique et ça rend un vrai service. Ça permet à distance du bureau de son boulot pendant le week-end d'ouvrir et de sortir l'animal à tout moment et surtout de refermer sa chatière. Et cette chatière, elle reconnaît elle aussi le chat. D'accord, donc on peut choisir. Bien sûr, on va pouvoir dire que Minou, Minou sort, mais Minette ne sortira pas, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça permet de s'assurer qu'il n'y aura aucun intrus dans la maison, et que tout se passera bien. C'est vraiment utile quand on a un chat qui va à l'extérieur, vraiment. Et puis, une dernière chose, puisque vous avez notamment retenu de ce CES de Las Vegas quelque chose qui est une vraie tendance de fond, ce sont les caméras embarquées sur nos animaux. Oui, en fait, non, ce ne sont pas les caméras qui sont embarquées sur les animaux, ce sont les caméras qu'on installe chez soi. D'accord, les caméras de surveillance. Ce sont exactement, ce sont les caméras de surveillance et c'est pour fliquer son chien ou son chat toute la journée. Toute la journée, en fait, c'est une grande tendance et on la voit aux États-Unis. Voilà, j'étais assez surprise, mais on a le droit de faire ça ? Oui, bien sûr. Oui. On a le droit de surveiller, bien sûr. Bon, quand il s'agit d'humains, il faut peut-être les prévenir. Quand il s'agit d'animaux, bon, on n'est pas obligé de leur faire signer quelque chose. Mais tout à fait. Et aujourd'hui, il y a un jeune Américain sur 4 qui a un animal de compagnie qui surveille son animal. Je ne vais pas dire en permanence, mais qui a son animal sur son smartphone. Et ça permet éventuellement d'échanger, de l'écouter, d'écouter ce qui se passe, d'écouter si le chien aboie, etc. De lui parler et surtout de lui lancer une interaction possible. Il y a une interaction, bien sûr, et surtout de lui lancer des friandises. De lui lancer des friandises. Donc de son smartphone, on appuie sur son smartphone et Mon Dieu, hop, là, il y a une friandise. Ce qui permet aussi, je dirais, de détourner son attention d'une bêtise, par exemple. De détourner ou de l'occuper ou de le distraire un petit peu. Et surtout, ça permet d'avoir l'animal en face de la caméra. C'est surtout pour ça que c'est utile. D'accord. Bah alors là, vraiment, on en a appris de belles avec vous ce matin. Mais ça marche très bien. Ok, très bien. Bon, moi je retiens le GPS, la litière connectée, la chatière. Voilà, tout ça c'est très pratique. Bon, c'est vrai que surveiller en permanence son animal, pourquoi pas, mais c'est peut-être que pour les ados, ça. On a peut-être passé l'âge. Allez, merci à vous, en tout cas, Annick Valentin-Smith, pour l'ensemble de ces explications sur tous les objets connectés pour nos animaux. On sera certainement amené à en reparler, puisque c'est quand même une vraie tendance de fond. Tout de suite, c'est l'heure de notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Et j'ai le plaisir de recevoir Aurore Morin. Bonjour Aurore. Bonjour. Merci d'être avec nous Aurore ce matin. Vous êtes chargée de campagne conservation marine et politique internationale pour le Fonds mondial pour la conservation des animaux. Avec vous, on a choisi de parler ce matin de la fin de la chasse à la baleine annoncée par l'Islande. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle Aurore. C'est une super bonne nouvelle. Ça, c'est sûr que l'Islande arrête la chasse à la baleine, puisque ça veut dire que les baleines islandaises vont être tranquilles. Bon, les baleines en Islande, on était un peu au bout d'un système finalement. Je crois que cette viande avait un peu de plus en plus de mal à trouver preneur. Oui.
c'est exactement ça. En fait, on a observé une véritable évolution des mentalités depuis quelques années, puisqu'il y avait en fait une grosse baisse de la consommation de viande de baleine, déjà de base par la population islandaise, c'était assez marginal, mais surtout par les touristes, puisqu'il y a eu une grosse sensibilisation qui a été faite, parce qu'en fait, à la base, c'est vraiment les touristes qui consommaient le plus de viande de baleine, qui arrivaient sur place et qui se disaient « Oh bah tiens, ça va être un peu folklore, on va tester, c'est la viande locale ». C'est exotique. En fait, voilà, un petit peu de manière exotique. Et du coup, il y a eu une grosse sensibilisation qui a été faite, notamment par IFO. On avait une campagne de sensibilisation qui visait à vraiment déjà sensibiliser les touristes à la réalité en fait de la chasse et de la consommation de viande de baleine, et de les convaincre en fait de plutôt aller observer les baleines plutôt que de les manger, donc de les garder vivantes plutôt que de les manger mortes. Il y avait quand même plus de beauté et d'intérêt à aller observer ces baleines vivantes que de manger leur viande. Le tourisme d'ailleurs et l'observation des baleines, c'est vraiment aujourd'hui un marché économique très important pour ce pays. Excessivement important, parce qu'en fait l'industrie de ce qu'on appelle le whale watching ou l'observation de baleines en français, c'est en plein boom, et notamment en Islande, ça représente des gains économiques qui sont bien plus importants pour le pays que l'industrie de la chasse baleinière. Et puis, ça a l'avantage aussi d'être quand même beaucoup plus durable, du coup rentable, et surtout respectueux en fait des baleines. Quels sont les autres pays qui continuent à chasser les baleines ? Alors, il y en a deux autres. C'est le Japon et la Norvège. C'est les deux autres pays au monde qui continuent encore à chasser les baleines. Donc, c'est malheureusement encore le cas. Après, ce qui est, je dirais, positif en demi-teinte, c'est qu'ils ne sont autorisés à chasser que dans leurs eaux territoriales. Oui, mais qui sont quand même assez vastes, mine de rien. Ils peuvent être, oui, effectivement, c'est un peu vaste, mais ça reste assez, du coup, au moins on sait que l'ensemble des baleines qui sont dans les eaux internationales sont tranquilles. Mais c'est vrai que malheureusement, ces deux pays continuent encore à chasser la baleine. Quelle est la situation aujourd'hui des baleines de manière générale ? Est-ce que ces espèces sont toujours extrêmement menacées ? Alors, certaines espèces, oui. Il y a encore beaucoup d'espèces qui subissent de nombreuses en fait, menaces. Non seulement, la chasse à la baleine, ça reste, je dirais, entre guillemets marginal, puisqu'on n'est que sur 2 pays aujourd'hui dans le monde qui continuent cette pratique. Mais malheureusement, il y a d'autres menaces qui viennent perturber les baleines, toutes les populations de baleines dans le monde entier. Notamment, donc c'est dû aux activités humaines, bien sûr. Je pourrais citer notamment la pollution sonore sous-marine, qui est créée par de nombreuses activités humaines, notamment la navigation commerciale. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. C'est aujourd'hui de mieux en mieux compris, étudié, cette pollution sonore sous-marine. C'est ça. En fait, on s'en rend de plus en plus compte des effets de cette pollution, parce qu'en fait, c'est une menace qui est aujourd'hui assez insidieuse parce que c'est invisible. On s'en rend pas compte, nous, sur Terre. C'est pas comme la pollution plastique où on le voit, on peut le voir de visu. Là, c'est vraiment quelque chose nous, déjà, on comprend pas forcément parce que on n'est pas forcément habitué à évoluer sous l'eau et on se rend pas compte de l'importance que le bruit a pour toutes les espèces marines qui vivent sous l'eau, parce qu'elles utilisent vraiment le bruit pour faire toutes leurs activités vitales, essentielles, pour chasser, pour se reproduire, pour communiquer, etc. Et l'augmentation en fait des activités humaines depuis une 60aine d'années environ a considérablement changé le paysage sonore des océans et constitue aujourd'hui une véritable problématique pour les baleines qui se retrouvent empêchées de communiquer, de chasser, et dans un véritable, je dirais, brouillard acoustique en fait. Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience générale de la nécessité de protéger ces espèces de baleines ? Ah oui, tout à fait. Déjà, on sait qu'il y a certaines baleines qui sont en voie de disparition. Donc, il y a effectivement des organismes scientifiques qui alertent sur l'état de conservation des baleines, sur certaines espèces qui sont plus ou moins en voie de disparition. Et c'est surtout que ça reste un animal assez emblématique. Donc, les gens, de manière générale, sont assez à l'écoute du fait que les baleines sont en danger. Et il y a une véritable prise de conscience. Aussi, également, je dirais, au niveau de l'industrie, puisque donc notamment nous chez IFO, on travaille à lutter contre la pollution sonore dont on parlait justement, et il y a une prise de conscience de la part de l'industrie, notamment de la navigation maritime, qui essaie de vraiment travailler avec nous pour réduire leur impact
leurs impacts sur les populations de baleines, mais pas que, hein, sur toutes les populations d'animaux marins. Donc à vous écouter, on comprend que les choses vont plutôt dans le bon sens. Pour une fois, c'est bien. On progresse dans un sens qui permet justement de préserver ces animaux. Les baleines, Aurore Morin, il y en a également dans nos eaux territoriales françaises et métropolitaines. Oui, tout à fait. Il y en a en France. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a une baleine qui s'est échouée dans le Pas-de-Calais, je crois. Oui, ouais, malheureusement, c'était une baleine à bosse qui s'est échouée dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était jeudi dernier, il me semble. Donc, c'est une baleine qui a été retrouvée morte en mer. Hein. Elle s'est échouée par la suite puisqu'on est allé la récupérer pour l'enlever puisque ça pouvait être dangereux par rapport au navire qui passait. Alors, il me semble que la nécropsie est en cours pour déterminer les raisons de la mort de cette baleine-là, mais ça peut être varié. Elle peut être morte de maladie, tout simplement, mais également ça peut être dû à une collision avec un grand navire qui est une menace assez importante pour cette espèce. Et puis ça peut être aussi une conséquence de la pollution sonore. Donc après, c'est la nécropsie qui permettra de déterminer quelles étaient les raisons de la mort de cette baleine. Mais effectivement, en France, on a beaucoup d'espèces de baleines différentes qui se trouvent un petit peu partout sur nos côtes. On peut les observer relativement facilement. Comment il faut s'y prendre ? Alors, pour les observer, il faut effectivement se tourner vers des opérateurs d'observation des baleines. Il en existe pas mal en France. Et surtout, je dirais qu'il faut s'assurer de choisir un opérateur qui effectue une observation responsable et respectueuse des cétacés. Aujourd'hui, il y a un label qui existe qui s'appelle le label High Quality Whale Watching, qui donc pour une observation de baleines de haute qualité, qui a été créé par l'ACOBAMS, qui est un accord pour la conservation des cétacés dans la mer Noire, Méditerranée et zone atlantique, et le sanctuaire Pélagos en 2014 et qui vient encadrer cette activité. Donc du coup, il faut vraiment s'assurer, si on veut aller observer les baleines, choisir un opérateur qui a ce label pour que on soit sûr de choisir un opérateur qui fait une observation respectueuse des baleines. Donc ne pas trop s'approcher et surtout rester à une distance suffisante pour ne pas en fait venir les déranger. Dans milieu naturel, voilà. En tout cas, c'est toujours un grand moment et c'est quelque chose qui peut être à faire en famille. Là, quand les beaux jours vont arriver, c'est sympathique d'aller découvrir ces animaux qui sont là, au large de nos côtes. Merci à vous, Aurore Morin, d'être venue nous apporter toutes ces explications sur la situation des baleines en Islande et dans le monde. Je rappelle que vous êtes chargée de campagne conservation marine et politique internationale pour IFO, le Fonds international pour la protection des animaux. Merci, Aurore. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Tout de suite, c'est l'heure de notre question veto. Sud Radio Vos Animaux. Question veto. Et c'est Christiane qui est avec nous. Bonjour Christiane. Oui, bonjour. Merci bonjour. de votre appel. Eh bien, avec plaisir Christiane, je vous écoute. Eh bien, je voulais vous parler du cas de ma petite Noisette, qui est une York de 7 kilos. Oui. Elle a été stérilisée 2 fois. 2 fois. Alors, 2 fois. Et donc, la deuxième fois, c'était en mars 2019. Et là, elle est encore en chaleur. C'est-à-dire qu'elle attire les chiens qui viennent dans mon jardin, etc. Et puis, voilà. D'accord. Donc, mais alors, attendez, il faut que vous m'expliquiez quelque chose, Christiane. Quand vous dites stériliser 2 fois, racontez-moi, la première fois, il s'est passé quoi pour qu'il y ait à nouveau une intervention? Parce qu'en principe, la stérilisation, c'est un acte chirurgical définitif. On retire les ovaires ou les ovaires plus l'utérus de l'animal et on n'y revient pas. Et voilà. Eh bien, moi, je l'ai faite stériliser par la vétérinaire avec qui j'allais depuis qu'elle est née, ma petite chienne. Et puis, quelques mois après, elle perdait du sang. Alors, je suis retournée chez elle. Elle m'a dit, mais non, c'est pas grave. On va lui donner du clavazepam. Bon. Et puis, bon, c'est passé. Et puis, en mars 2019, première stérilisation. Alors, la première stérilisation, c'était quand ? En avril 2018. Avril 2018, d'accord. Voilà. Et en mars 2019, j'ai été voir un autre vétérinaire parce que ça recommençait. Oui. Et il m'a dit, elle a été très mal stérilisée. D'accord. Il me l'a restérilisée.
Sauf que, malheureusement, ça continue. Ça continue, c'est-à-dire que là... Est-ce qu'il vous a donné une explication sur le très mal stérilisé? Il vous a dit ce qui s'était passé? Est-ce qu'il a remarqué qu'il restait un morceau d'ovaire, par exemple? Enfin, non. Non, pas du tout. Il m'a dit simplement que la vétérinaire qui l'avait stérilisé précédemment, qui ne vient d'un pays étranger, je ne vais pas dire lequel, et elle n'était pas très formée pour pratiquer des opérations. Elles étaient formées. Ce sont quand même. Alors après, je ne veux pas juger de ce qu'a fait cette personne parce que voilà, on peut pas juger ici maintenant, mais les opérations de stérilisation sont ce qu'on appelle les opérations de convenance. C'est-à-dire, ce sont des opérations ultra simples. C'est la première chose que les étudiants vétérinaires apprennent à faire en fait. Hein. Bon, c'est pour ça que je suis très étonnée. Oui. Et le deuxième vétérinaire qui n'était pas très sympathique, je dois dire, et qui maintenant ne travaille plus, il me l'a restérilisé. D'accord. Eh bien, ce n'est pas mieux, voilà, puisqu'elle est encore en chaleur, elle ne perd pas de sang, mais elle a tous les symptômes d'une chienne en chaleur, et elle attire les chiens, quoi, qui n'habitent pas du tout ici, qui viennent de loin. Voilà, donc je ne comprends pas. Alors, théoriquement, c'est vrai que quand on procède à une stérilisation, c'est-à-dire, je vous le répète, hein, on retire les ovaires, ou alors on retire les ovaires plus l'utérus. Ça, c'est le vétérinaire qui décide au moment d'opérer. Bon, chez les animaux jeunes, souvent, on retire que les ovaires. Il n'y a pas besoin d'y revenir, puisqu'une fois qu'il n'y a plus d'ovaires, il n'y a plus d'ovaires. Donc là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. J'avoue que je suis un peu, voilà, je reste un peu sur ma faim par rapport à cette histoire. On aurait bien aimé comprendre ce qui s'est exactement passé, ce que le deuxième vétérinaire a découvert. Il l'a réopéré visiblement. Qu'est-ce qu'il a fait de plus que la première vétérinaire? On ne sait pas trop. Ce qui est bizarre, c'est que, bon, alors, une intervention, normalement, ça suffit. 2 interventions, c'est anormal. Enfin, c'est anormal. On est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Et que derrière, vous ayez encore des signes de chaleur. Donc, vous dites qu'elle ne perd plus de sang, quand même. Elle ne perd pas de sang, mais elle a la vulve très gonflée. Oui. Elle s'excite beaucoup sur son panier, son poussin, quoi. Voilà. Et puis, il y a 3 chiennes. Alors, peut-être qu'elle a quelque chose qui est très rare, mais une imprégnation hormonale qui fait que malgré la stérilisation, elle continue à exprimer en fait des signes de chaleur qui font qu'elle attire les autres, enfin les chiens. Mais ça, c'est vraiment un phénomène rarissime. Donc, dans ce que vous décrivez, il y a quand même beaucoup de choses extrêmement rares. Voilà, ce serait bien d'arriver à démêler tout ça, peut-être pour voir s'il n'y a pas moyen de lui donner un traitement hormonal en plus. Mais ça, c'est que votre vétérinaire qui va pouvoir le savoir en faisant vraiment des examens complets, parce que ce ne sont pas des choses que l'on fait de manière anodine, vous voyez. Donc, ça peut avoir des conséquences sur sa santé future. Donc, il faut vraiment... moi, j'ai envie de vous dire, changer de vétérinaire, mais j'ai changé déjà, parce que la première, je l'ai laissé. Le deuxième, qui l'a restérilisé, je l'ai laissé de toute façon, mais il n'était pas sympathique du tout. D'accord, en plus. Bon, voilà. Et donc, le troisième est très gentil, très sympathique. Il vous dit quoi, le troisième? Alors, quand je lui ai posé la même question que je vous pose, il m'a dit, bon, on va lui donner du clavazepin, et il ne m'a pas répondu. D'accord. Il a parlé d'autre chose, il a balayé ma question et il m'a donné du clavazepin, voilà. Eh bien, écoutez, ce serait peut-être intéressant de lui faire un petit dosage hormonal et d'investiguer un petit peu pour savoir ce qui se passe précisément. Parce que là, ça paraît très, très étrange, tout ça. Ah ben oui, moi, ça, d'accord, je n'ai Christiane, jamais entendu parler de ça, oui. Hein? Bon, essayez de mener l'enquête et puis tenez-nous au courant. Ça m'intéresse quand même d'en savoir plus. Oui, d'accord. Bon, allez, merci. Une caresse à Noisette. Beaucoup. Bon week-end, Christiane. Au revoir. Allez, on marque à nouveau une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes. Il sera question d'ostéopathie. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et dans C'est votre histoire, ce matin, nous avons choisi de mettre en avant un parcours, celui d'une vétérinaire qui consacre son activité à l'ostéopathie. Bonjour, Natacha Jiménez. Bonjour Natacha Harry. Oui, beaucoup de Natacha ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci en tout cas d'être avec nous, Natacha. Vous avez fait le choix de consacrer votre activité professionnelle à l'ostéopathie et en particulier sur les chevaux. Vous êtes donc ostéopathe équin. Vous êtes combien en France à pratiquer l'ostéopathie équine ?
Alors ça dépend si on parle des vétérinaires ou des non-vétérinaires, et puis des vétérinaires qui pratiquent exclusivement l'ostéopathie, ou de vétérinaires qui ont fait une formation en ostéopathie en complément de la formation classique dans les écoles vétérinaires. Alors, et qui exclusivement l'ostéopathie comme vous, c'est-à-dire vraiment quelqu'un de très pointu sur ces sujets. En tant que vétérinaire, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'en France on doit être une dizaine. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, une grosse dizaine, ce qui est très peu. Ça montre que aujourd'hui l'ostéopathie, on connaît cette discipline pour nous êtres humains, on la connaît moins pour nos animaux. Qu'est-ce que l'ostéopathie peut apporter justement aux animaux et en particulier aux chevaux, puisque vous avez créé un centre qui leur est dédié? Alors, j'ai envie de dire la même chose qu'aux humains, c'est-à-dire que on a souvent une vision un petit peu restrictive de l'ostéopathie, une vision uniquement du côté on va faire craquer et débloquer pour un torticolis, etc. On sait aujourd'hui en médecine humaine, on l'utilise de plus en plus avec un très large spectre. Il y a des techniques d'ostéopathie viscérale, il y a le fait de libérer toutes les tensions dans l'organisme, tout simplement, ça va permettre à l'organisme de fonctionner au maximum de ses capacités, que l'on parle de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les membres et tout ce qui fait de nos chevaux des champions ou tout simplement de super compagnons de balade le week-end, mais aussi à tous les organes de fonctionner au mieux. Voilà. Et il y a aussi une action sur le plan neurologique qu'on connaît parfois assez peu, qui n'est pas forcément l'indication majeure chez les chevaux, mais là c'est intéressant de faire une petite digression pour les chiens, c'est-à-dire que certaines techniques d'ostéopathie, qui sont l'ostéopathie tissulaire et faciale, qui est très peu invasive mais qui a vraiment un effet en profondeur de relâchement des tissus, peut avoir un effet très marquant sur le système nerveux, et notamment en cas de paralysie, par exemple pour des suites d'hernie discale, etc., qu'on rencontre malheureusement beaucoup chez les petits chiens. Voilà. Effectivement. Alors vous avez ouvert l'été dernier un centre de convalescence, d'athlétisation et de rééducation des équidés. Ça s'appelle ICAR et c'est dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qui a motivé la création d'un centre dédié ? Alors en fait, ça fait 20 ans que j'ai cette idée en tête, parce que ça fait aujourd'hui 18 ans que je pratique l'ostéopathie, et auparavant j'ai eu la chance à mes débuts d'être vétérinaire d'équipe de France dans certaines disciplines, et notamment le concours complet. Et j'ai un parcours aussi, j'ai été en sport-études quand j'étais très jeune, équitation, donc confrontée aux sportifs de haut niveau humain. Et malgré tout, comme dans toutes les disciplines, il y a un décalage entre le suivi qu'on peut apporter aux sportifs équins par rapport à ce qui se fait pour les sportifs humains. Et j'ai toujours eu envie de faire un petit peu le pont entre les deux et d'essayer d'apporter ça aux chevaux. C'est de plus en plus à la mode aujourd'hui, mais voilà, là ce qui a motivé la création de ce centre aussi, c'est de pouvoir marier au même endroit un suivi ostéopathique et les techniques ostéopathiques avec un suivi médical classique, et puis les outils de physiothérapie ou de thalassothérapie qu'on peut voir un petit peu partout, de ondes de choc, laser, la marche dans l'eau, etc. Et alors vos clients chevaux, ce sont que des très grands champions, ou est-ce que ça peut s'adresser à tous les chevaux? Est-ce que c'est accessible aussi financièrement? Parce que c'est certainement la question que se posent nos auditeurs ce matin. Alors, ça n'est pas réservé aux champions. On a des chevaux, y compris des chevaux de loisirs. Les chevaux de loisirs peuvent avoir des problèmes de tendinite, des troubles locomoteurs. Alors, accessible financièrement, ça dépend un petit peu de ce qu'il y a à faire avec le cheval. Pour vous donner un petit exemple, sur des cures de 10 à 15 jours en récupération sans pathologie, où tout est inclus, le suivi ostéo, les ondes de choc, le suivi échographique, les soins quotidiens dans le spa, on est à 60 € par jour sur des hors taxe, sur des courtes durées. Ensuite, sur des chevaux qui ont des pathologies lourdes et pour la longue durée, en fait, il est toujours très difficile de prédire comment va évoluer le cheval. Et l'intérêt aussi ici, c'est qu'on fait un suivi au quotidien et qu'on va réévaluer les soins au fur et à mesure. Et donc, on adapte un petit peu les tarifs en fonction de ce qui se passe. Là, récemment, on a eu un petit poulain qui était paralysé, qui a été suivi au départ par l'école vétérinaire de Nantes, qui nous l'a envoyé au moment où il arrivait à se lever tout seul. Et le but de son passage ici,
c'était de lui réapprendre à marcher et à être un petit peu autonome pour qu'ensuite, la fin de la convalescence, sur ces cas de neurologiques de paralysie complète, ça peut prendre des mois, 1 ou 2 ans, que la suite puisse être faite dans les meilleures conditions possibles par la propriétaire chez elle. Voilà. Et donc, alors, il va mieux, ce poulain ? Alors, il est arrivé chez nous, il marchait très difficilement, il avait des difficultés à se lever. Là, il est resté 7 semaines ici. Aujourd'hui, il est reparti chez sa propriétaire. Il a 6 mois actuellement et il vit dans une grande stabulation qu'elle a fait chez elle. Il a des copains chevaux à côté et elle est en mesure aujourd'hui de lui faire les petits exercices de rééducation en main tous les jours en le faisant marcher pour que petit à petit il reprenne sa proprioception. Eh bien, merci infiniment Natacha Jiménez d'être venue rapidement ce matin nous expliquer un peu en quoi l'ostéopathie peut présenter vraiment de très nombreux intérêts pour nos amis chevaux, mais pas que, on l'a bien compris. Merci à vous. Je rappelle donc le nom de votre centre qui est situé en Maine-et-Loire. C'est le centre Icare. Merci à vous, très chers auditeurs de Sud Radio, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de Sud Radio. Et allez les Bleus pour cet après-midi. Allez. Sud Radio, vos animaux. Avec Animal.